Le champ de bataille repose dans un silence absolu. Il n'y a ni cri de gloire, ni clameur de victoire romaine. Seulement des cadavres. Des milliers de cadavres de soldats romains couverts de poussière et de sang. Les aigles impériales, symboles de la puissance éternelle, sont brisés sur le sol. Le 9 août de l'an 378 après J.C., les meilleures légions de l'Orient furent anéanties à Andrinople. Non par une force supérieure en nombre, mais par un calcul tactique parfait. Mais voici ce qui vous glacerait le sang. L'empereur Valent lui-même disparut dans ce massacre. Son corps ne fut jamais retrouvé. Certains disent qu'il fut brûlé dans la maison d'un paysan, d'autres qu'il fut piétiné par ses propres soldats dans la confusion. Mais tous savent la même chose. Rome a perdu son empereur. Elle a perdu son invincibilité. Elle a perdu sa foi en elle-même. Comment l'empire le plus puissant du monde en est-il arrivé là? Celui qui avait conquis 3 continents? Celui qui avait écrasé Hannibal à Cannes? La réponse réside dans l'arrogance d'un empereur, dans le génie d'un stratège goth nommé Fritigern, et dans une décision qui changea à jamais le destin de la civilisation occidentale. Car voici la vérité que les historiens romains n'ont jamais voulu admettre. Andrinople ne fut pas seulement une bataille. Ce fut la blessure ouverte qui commença la longue agonie de l'Empire. Ce fut le moment précis où Rome cessa de croire en sa propre invincibilité. Ce fut le début de la fin. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment une décision précipitée mena à la chute d'un empire. Car ce qui s'est passé ensuite fut encore plus surprenant. Les Goths devinrent des conquérants. Les légions furent démantelées et l'Occident romain s'effrita en 1000 morceaux. Saviez-vous qu'après cette défaite, Rome n'a jamais véritablement recouvré sa puissance? Continuez avec nous pendant que nous démêlons les secrets de la défaite la plus catastrophique de l'Empire romain. À la fin du IVe siècle, l'Empire romain se dressait comme un fier géant, un colosse qui avait transformé l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ce n'était pas seulement une machine de guerre, c'était une civilisation qui se développait sur l'ordre, la loi et l'ingénierie. Les routes partant de Rome s'étendaient jusqu'aux coins les plus éloignés de ces domaines, connectant des dizaines de peuples et de villes dans un maillage qui symbolisait l'unité sous le commandement impérial. Dans les métropoles, le tumulte des marchés et la magnificence des temples témoignaient de la richesse et de la puissance culturelle acquises au cours de siècles de conquête. Cependant, sous cette apparente invulnérabilité, battait une tension ignorée par les dirigeants romains. Bien que les légions maintiennent la paix d'une main ferme, l'Empire dépendait de plus en plus d'accords et d'alliances avec des peuples barbares pour protéger ses frontières épuisées. L'armée romaine continuait d'être crainte grâce à sa discipline et à son professionnalisme, mais le temps des généraux légendaires comme César et Scipion était révolu. Désormais, le prestige de Rome reposait sur la mémoire, sur la tradition et, surtout, sur l'arrogance d'un pouvoir qui n'acceptait pas l'idée de son propre déclin. Ce fut à cette époque que, depuis les steppes de l'Est, surgit une force dévastatrice qui allait tout changer. Les Huns. Sous la direction de chefs féroces, les Huns se ruèrent sur les peuples germaniques, ravageant des villages, incendiant des récoltes et provoquant un exode jamais vu auparavant. Des tribus entières d'Alains, d'Ostrogoths et de Wisigoths furent poussées vers les frontières de l'Empire, désespérées, cherchant refuge pour éviter l'extermination. Ce déplacement massif devint une crise migratoire aux proportions colossales, avec des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants errant sur les chemins à la recherche du salut. En l'an 376, une foule impressionnante de Goths arriva au Danube, frontière orientale de Rome, suppliant l'empereur la permission de traverser et de s'établir comme alliés. La demande semblait raisonnable. Les Goths promettaient fidélité en échange de sécurité et de terres pour travailler. Valent, l'empereur de l'Orient, vit dans cette situation bien plus qu'une urgence humanitaire. Pour lui, les Goths représentaient une opportunité de renforcer l'armée impériale sans dépenser ses propres ressources, en incorporant des milliers de guerriers expérimentés qui, sous supervision romaine, germeraient les frontières contre les Huns tant redoutés.
Mais la réalité à l'intérieur de l'Empire était très différente de la promesse officielle. Les officiers chargés d'administrer le passage et l'installation des Goths agirent avec cruauté et cupidité, vendant des vivres à des prix exorbitants, obligeant les nouveaux arrivants à des travaux humiliants et violant les accords de base. Le ressentiment germa bientôt dans le cœur goth. Les récits d'abus, de faim et de trahison circulaient entre les clans. Au lieu de l'intégration, une hostilité féroce se fomentait sous la surface, invisible pour l'arrogance romaine qui sous-estimait profondément l'ennemi et surestimait son propre contrôle. Pendant ce temps, à Constantinople et dans les capitales impériales, l'arrivée de dizaines de milliers de barbares était perçue comme une preuve de la grandeur romaine. Politiciens et généraux faisèrent des calculs sur l'expansion de l'armée et la consolidation du pouvoir, ignorant le profond malaise social qui se propageait à la frontière. Le climat dans les quartiers était à la tranquillité relative et, pour beaucoup d'officiers, au mépris absolu pour les réfugiés, les considérant comme inférieurs et facilement manipulables. La crise éclata lorsque la gestion romaine des implantations échoua. Des tribus familiales complètes de Goths commencèrent à se rebeller face à la mort de leurs enfants par la faim ou les abus. Et bientôt les escarmouches devinrent des combats ouverts. Sous la direction de Fritigern, chef visionnaire et astucieux, les Goths se regroupèrent et, de victimes, passèrent à un ennemi armé et organisé. Rome, dont l'image d'invincibilité semblait inébranlable, se retrouva face à la réalité inattendue d'une insurrection barbare à l'intérieur de ses propres frontières. Dans ce scénario, l'arrogance de l'Empire les empêcha de voir l'étendue de la menace. La cour impériale resta convaincue qu'une simple démonstration de force suffirait à écraser la rébellion, et Valens commença à concevoir une campagne militaire qui, selon sa propre perspective, rétablirait l'ordre et consoliderait sa propre gloire. Cependant, les graines du conflit avaient déjà été semées. La célèbre confiance romaine allait devenir sa plus grande faiblesse. Car à la frontière du Danube, l'avenir de l'Empire dépendait non seulement de la force militaire, mais de la capacité, ou incapacité, à comprendre les peuples qui, par nécessité et par pouvoir, devenaient une partie de la complexe machinerie romaine. L'intégration des Goths dans l'Empire romain ne fut pas ce que promettaient les documents officiels. Entre les années 376 et 378, les conditions se détériorèrent rapidement. Les officiers romains, corrompus par la cupidité, commencèrent à exploiter systématiquement les réfugiés goths. Ils vendaient des vivres à des prix stratosphériques, condamnant des familles entières à la faim. Femmes et enfants goths furent contraints à des travaux d'esclavage, tandis que leurs hommes étaient recrutés contre leur volonté pour des tâches dangereuses. Les promesses d'intégration égalitaire se transformèrent en un système de ségrégation qui humiliait chaque Goth chaque jour. Fritigern, le chef goth qui allait émerger comme le véritable génie militaire de cette ère, observait avec une attention croissante comment son peuple était dévasté. Ce n'était pas un sauvage ignorant, comme les Romains le méprisaient. C'était un stratège qui comprenait la politique, la diplomatie et la guerre avec une clarté que l'arrogance romaine ne reconnaîtrait jamais. Il avait été ambassadeur goth auprès de Rome. Il avait négocié avec des empereurs. Il comprenait profondément l'esprit romain et ses faiblesses. Le point de rupture arriva lorsque des officiers romains assassinèrent des chefs goths éminents lors de négociations qui étaient censées être pacifiques. Ce fut une trahison qui alluma le feu de la résistance. En l'an 377, Fritigern convoqua toutes les tribus goths dispersées et proclama la rébellion ouverte contre Rome. Ce ne serait pas un soulèvement impulsif de hordes sauvages. Ce serait une campagne organisée, coordonnée et pensée stratégiquement. Les premières actions goths furent dévastatrices. Des convois romains chargés de fournitures furent attaqués et détruits. Des détachements de soldats romains furent de pris en embuscade. Des villes frontalières furent de mises à sac. Les Goths, loin d'être les barbares désorganisés que Rome imaginait, démontraient une capacité tactique surprenante. Pendant ce temps, d'autres tribus barbares profitèrent du chaos pour lancer leurs propres attaques. Les Alains attaquaient depuis le nord.
Les Huns rôdaient aux frontières. L'Empire se retrouvait sous pression sur plusieurs fronts, une situation qui exigeait un leadership calme et une stratégie réfléchie. Mais Valan n'était pas un leader réfléchi. C'était un empereur qui sentait son pouvoir défié et répondait avec un ego offensé. Lorsque les rapports de la rébellion goth arrivèrent à Constantinople, Valan y vit une opportunité de gloire personnelle. Il s'imagina l'empereur qui écrasait les barbares, consolidant son héritage en tant que conquérant. Il ne consulta pas largement ses généraux. Il n'espionna pas méticuleusement le terrain. Il ordonna simplement la mobilisation des légions orientales, convaincu que sa seule apparition intimiderait les Goths. Ce que Valens ignorait, c'est que Fritigern utilisait ces mois de conflit initial pour faire quelque chose d'extraordinaire. Il unifiait toutes les tribus goths sous un commandement unique. Ostrogoths, Wisigoths, Greutunge, Tervinge, tous convergeaient sous la bannière de Fritigern. C'était révolutionnaire. Les peuples germaniques atteignaient rarement la cohésion interne, mais Fritigern, grâce à son charisme, à son intelligence politique et à ses promesses de victoire, réussissait l'impossible. Son armée n'était pas une foule désordonnée, c'était une confédération unie par un but commun. Tandis que Valan marchait vers ce qu'il croyait être une victoire rapide et glorieuse, Fritigern exécutait la phase suivante de sa stratégie magistrale. Au lieu d'affronter Rome en bataille ouverte, où la discipline et l'organisation légionnaire auraient l'avantage, Fritigern adopterait des tactiques d'usure, d'embuscade et de manœuvres stratégiques. Il étudia méticuleusement le terrain autour d'Andrinople. Il positionna ses forces non pour un affrontement frontal, mais pour un piège parfait. L'arrogance romaine ne percevait pas le danger. Valan voyageait sans hâte, confiant dans sa prétendue supériorité. Il ignorait que chaque pas le rapprochait de l'anéantissement. Il ignorait qu'un adversaire véritablement brillant l'attendait avec patience. Et le plus important, il ignorait que l'histoire enregistrerait son nom, non comme conquérant, mais comme l'empereur qui perdit une armée entière. À l'été de l'an 368 après J-C, Valan prit la décision qui scellerait son destin et transformerait l'histoire de Rome. Depuis Constantinople, il émit des ordres pour la mobilisation des meilleures légions de l'Orient. L'empereur était décidé à écraser la rébellion goth une fois pour toutes et sa détermination frôlait l'obsession. Ce n'était pas simplement un acte de défense militaire, c'était une question d'honneur personnel, de restauration du prestige impérial qu'il sentait avoir été bafoué par des barbares insolents qui osaient défier le pouvoir romain. Les légions qui se rassemblèrent autour de Valan étaient formidables. Guerriers vétérans, beaucoup d'entre eux nés et élevés dans l'armée, portèrent des armes qui avaient été éprouvées dans d'innombrables campagnes. L'infanterie lourde romaine, armée d'épées courtes, de lances et de boucliers rectangulaires, avait vaincu des ennemis supérieurs en nombre pendant des siècles. Ils portaient les aigles impériales, symbole de leur invincibilité et de leur honneur légionnaire. Leurs boucliers brillaient sous le soleil méditerranéen. Le bruit de la marche de dizaines de milliers de soldats romains témoignait de la puissance que Rome croyait encore posséder. Les poulies des chariots de ravitaillement grinçaient rythmiquement. Les drapeaux flottaient au vent. Valan visualisait la victoire comme quelque chose d'inévitable, presque prédestiné par les dieux eux-mêmes. Ce qui se produisit sur le chemin d'Andrinople révèle le profond échec des renseignements militaires romains. Valan rejeta les offres de renfort de l'empereur de l'Occident, Gratien, qui proposait d'envoyer ses propres légions pour assurer la victoire conjointe. Il rejeta les suggestions de ses généraux les plus expérimentés d'attendre, de consolider les positions, de planifier avec soin. Son arrogance ne lui permettait pas de partager la gloire avec un autre empereur. Son impatience ne lui permettait pas d'attendre un jour de plus. Chaque soldat dans son armée comprenait que l'empereur voulait une victoire rapide et glorieuse, et par conséquent, la marche fut accélérée sans aucune considération pour la fatigue des troupes ou les limitations tactiques que cela impliquerait. Les sources historiques enregistrent que l'armée romaine marcha pendant des heures sous la chaleur suffocante des Balkans. Le terrain était difficile, accidenté, aride.
Les hommes portaient des armures lourdes pesant entre 30 et 40 kg. La poussière soulevée par des milliers de pieds s'élevait comme un nuage suffocant. Il y avait peu d'eau, peu de repos, peu de temps pour que les soldats reprennent des forces. Les officiers poussaient constamment l'armée en avant, sachant que l'empereur ne tolérerait aucun délai. La fatigue s'emparait des hommes, leurs réflexes ralentissaient, leur capacité de combat se détériorait heure après heure. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de distance, Fritigern exécutait une stratégie fondamentalement différente. Ce maître goth n'était pas un guerrier improvisé. C'était un soldat au sang-froid qui avait étudié la guerre romaine pendant des décennies. Il avait été ambassadeur goth auprès des cours impériales. Il avait vu comment les Romains attendaient des renforts, comment ils utilisaient le terrain, comment ils organisaient leurs camps. Il savait exactement où les Romains étaient faibles, dans leur rigidité tactique, dans leur dépendance à la formation fermée, dans leur besoin d'espace ouvert pour déployer toute leur puissance de feu. Fritigern sélectionna le terrain autour d'Andrinople comme champ de bataille, avec une précision de chirurgien. L'endroit ne fut pas choisi au hasard. C'était un terrain semi-aride, avec des collines basses et des zones irrégulières qui limitaient la visibilité. Ce n'était pas un terrain favorable à l'infanterie lourde romaine qui dépendait du maintien de formations fermées et de lignes de communication claires. C'était un terrain parfait pour la cavalerie mobile qui était l'arme secrète des Goths et de leurs alliés. Avec ses confédérés, les Alains sous le commandement d'Alatheus et de Saphrax, Fritigern rassembla une cavalerie lourde qui était pratiquement imbattable en mouvements coordonnés. Ces cavaliers, armés de longues lances et protégés par des armures d'écailles, étaient l'équivalent antique des chars modernes. La préparation de Fritigern fut méthodique et psychologiquement sophistiquée. Il établit un camp fortifié avec les chariots et les provisions des femmes et des enfants goths, formant un cercle défensif. Ce n'était pas simplement une mesure de protection, c'était un piège psychologique magistral. Lorsque les Romains arriveraient à travers la brume de poussière et la chaleur, voyant ce camp défensif, ils croiraient instinctivement que les Goths se cachaient derrière leurs fortifications, effrayés d'affronter la puissance romaine. Les Romains, enhardis par cette interprétation, attaqueraient sans réfléchir stratégiquement. Et lorsqu'ils attaqueraient, ils seraient exactement là où Fritigern voulait qu'ils soient, sur un terrain défavorable, épuisé, avec leur cavalerie séparée de leur infanterie. Le 9 août 378, après JC, après une marche forcée d'environ 7 heures dans des conditions brutales, l'armée romaine arriva en vue du camp goth. Les soldats étaient complètement épuisés. Leur formation n'était pas celle qu'elles auraient normalement après une marche aussi ardue. La discipline militaire commençait à se détériorer. Les hommes priaient, transpiraient, cherchèrent de l'eau qu'il n'y avait pas. Mais Valan, visiblement impatient, décida que c'était le moment parfait pour l'attaque. Il n'attendrait pas que ses troupes se reposent. Il n'attendrait pas ses alliés. Il n'attendrait pas les renforts de l'Occident. Il n'attendrait rien. Les historiens antiques, en particulier Ammien Marcellin, qui écrivit sur ces événements peu après, furent stupéfaits par la folie de cette décision. Rejeter des renforts stratégiques, attaquer un ennemi en position défensive, renforcé, le faire avec des troupes épuisées après une marche de 7 heures, le faire sans temps pour une reconnaissance adéquate du terrain. C'était tactiquement insensé de la pire espèce. Mais Valan était aveuglé par l'arrogance impériale. Il était aveuglé par le désir de gloire personnelle. Il était aveuglé par la croyance que Rome ne pouvait pas perdre. Et dans cet aveuglement, il marcha droit vers le piège le plus dévastateur que les Goths avaient jamais tendu. Car Fritigern savait exactement ce que Valan ferait. Il l'avait prédit, il l'avait planifié. Et lorsque les légions romaines, poussiéreuses, assoiffées et épuisées, commencèrent à avancer vers le camp goth sous le soleil ardent d'Andrinople, le piège était parfaitement prêt à se refermer. Les moments suivants allaient écrire la page la plus sanglante de l'histoire militaire romaine. L'aube s'évanouissait lorsque le soleil implacable commença à dominer les cieux au-dessus d'Andrinople. La matinée précoce avait apporté une fausse sensation d'espoir, mais à mesure que le jour avançait,
La chaleur devenait de plus en plus suffocante. Les légions romaines, épuisées par leur marche de 7 heures sous la poussière brûlante, se positionnaient en ligne de bataille. Les étendards romains flottaient au vent, les formations s'alignaient avec la précision que des années d'entraînement systématique pouvaient fournir. Les soldats buvaient le peu d'eau qui restait dans leurs gourdes. Beaucoup priaient les dieux tandis qu'ils observaient le camp goth au loin. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Ils le sentaient viscéralement dans l'air, dans la tension des muscles, dans le rythme accéléré de leur cœur. Valan, monté sur son cheval, observait le camp goth fortifié au loin. Il semblait exactement comme il l'avait imaginé, des barbares effrayés retranchés derrière leurs chariots, attendant que Rome leur accorde la miséricorde ou peut-être leur permette de se rendre. Le cercle de chariots formait une forteresse apparemment fragile. Il ne se rendit pas compte qu'il observait exactement ce que Fritigern voulait qu'il voie. Ce fut Valan qui, sous la chaleur écrasante et avec l'impatience le rongeant de l'intérieur, prit la décision qui allait changer l'histoire. Il ordonna l'attaque. Les trompettes romaines sonnèrent leurs notes graves et puissantes, le son qui avait accompagné Rome dans ses plus grandes victoires pendant 500 ans. Ce son qui avait terrorisé les ennemis en Gaule, en Hispanie, en Bretagne, en Syrie, en Mésopotamie. Le premier mouvement fut l'aile gauche de la cavalerie romaine sous le commandement de son supérieur. Ils chargèrent vers les positions goths avec la férocité que seule la cavalerie romaine, entraînée pendant des années, pouvait montrer. Initialement, ils eurent du succès. L'impact des chevaux romains fut dévastateur. Ils coupèrent à travers les premières lignes goths qui se retiraient stratégiquement. Les soldats romains poussaient leurs cris de bataille ancestraux, croyant fermement que la victoire était imminente, que dans quelques heures, ils célébreraient autour des feux de camp. L'euphorie du succès précoce obscurcit le jugement des officiers romains. Mais alors, il se produisit quelque chose que personne parmi les Romains n'attendait. Depuis le terrain élevé où l'infanterie goth se cachait soigneusement, coordonnée par Fritigern, arriva la contre-attaque. Des milliers de guerriers goths, des milliers d'entre eux, surgirent de leur position comme une vague imparable. Ils n'attaquaient pas dans un désordre sauvage. Ils attaquaient en coordination tactique, lançaient leurs armes de projectiles en salves synchronisées qui auraient fait geindre d'admiration n'importe quel général romain bien informé. Les flèches sifflaient dans l'air comme un essaim d'insectes mortels, chacune d'elles ayant l'intention précise de tuer. Les Romains, qui avaient avancé avec confiance, se virent soudainement sous un feu dévastateur, provenant de multiples directions simultanément. La formation romaine, celle qui était la fierté de la discipline impériale, devint chaotique en quelques secondes. Des soldats tombaient par douzaines, blessés par des flèches qui les trouvaient sans défense adéquate dans leur nouvelle position avancée. La panique commença à se propager, non pas parce que les Romains étaient lâches, ils étaient parmi les meilleurs soldats du monde, mais parce que la tactique goth était simplement supérieure à ce moment-là et à cet endroit. La coordination goth fonctionnait parfaitement, tandis que certains attaquaient frontalement, d'autres attaquaient depuis les flancs. Fritigern avait placé ses troupes avec une précision géométrique, chaque unité sachant exactement où elle devait être, quand elle devait attaquer, quand elle devait se retirer. Mais le pire restait à venir, un cauchemar que Valan n'avait jamais imaginé dans ses calculs militaires. Tandis que l'infanterie romaine affrontait férocement l'infanterie goth, dans ce qui aurait dû être son domaine absolu, les flancs devinrent mortels. Depuis le côté droit, apparurent les cavaliers alains sous le commandement d'Alatheus et de Saphrax. C'était de la cavalerie lourde dans sa forme la plus pure et la plus dévastatrice. Des cavaliers sur d'énormes chevaux qui pesaient autant de chair et de muscles que 3 hommes, armés de longues lances de plus de 3 mètres, qui pouvaient traverser un homme et son armure comme si c'était du beurre. Ils s'abattirent sur le flanc droit romain comme une avalanche imparable, comme un glissement de terrain de mort. La cavalerie romaine de ce flanc fut complètement balayée, non pas en retraite ordonnée, mais en débandade pure. Les soldats furent piétinés sous les sabots des chevaux alains. La panique s'empara des rangs romains de manière épidémique.
Ammien Marcellin, l'historien qui écrivit sur ces événements peu après, étant lui-même témoin et participant, laissa un récit qui glaça le sang des Romains ultérieurs. Les soldats à pied, alors, furent laissés sans protection, et leur formation était si entassée que presque personne ne pouvait dégainer son épée ou reculer son bras. À cause des nuages de poussière qui s'élevaient du sol, les cieux ne pouvaient être vus, à quoi s'ajoutaient les échos de cris terrifiants. Ainsi, les flèches, sifflant la mort de tous côtés, trouvaient toujours leur cible avec un effet fatal, étant donné qu'ils ne pouvaient pas les voir à l'avance ni s'en défendre. L'infanterie romaine, qui avait été le cœur de la puissance de l'Empire pendant plus de 5 siècles de domination mondiale, fut prise dans un piège tactique presque parfait. Ils ne pouvaient pas manœuvrer librement. Ils étaient si serrés les uns contre les autres que beaucoup ne pouvaient même pas sortir leurs épées de leurs fourreaux. Certains, pris dans les formations congestionnées, moururent sans même avoir vu leur ennemi direct. Les flèches pleuvaient d'en haut comme une pluie mortelle. La cavalerie attaquait sous tous les angles possibles. Le terrain, que Fritigern avait choisi soigneusement après des mois d'exploration, empêchait toute retraite ordonnée. C'était un abattoir, aux proportions épiques. Valan vit clairement que la bataille était perdue. Il vit le chaos total qui enveloppait son armée. Il vit ses soldats, ceux qu'il avait fait marcher avec confiance à travers les Balkans quelques heures auparavant, se faire massacrer systématiquement. Dans le chaos absolu de la bataille, alors qu'il tentait désespérément de regrouper ses forces qui se désintégraient, l'empereur fut séparé de sa garde personnelle. Certains récits historiques disent qu'il fut atteint par une flèche goth. D'autres disent qu'il fut renversé de son cheval par les guerriers goths, en combat au corps à corps. Ce qui est certain, c'est qu'il ne fut jamais revu vivant. Son corps disparut dans le chaos de la bataille. Certains historiens spéculent qu'il fut brûlé dans une petite cabane où il s'était réfugié pendant la déroute. D'autres croient qu'il fut piétiné jusqu'à la méconnaissance par les chevaux de bataille goths et alains. Ce qui est indiscutablement vrai, c'est que l'empereur de l'Orient romain perdit sa vie sur ce champ de bataille, une perte qu'aucun empereur romain n'avait subie depuis plus de 200 ans. Valan ne perdit pas seulement sa vie, il perdit son héritage entier. Il ne serait pas commémoré comme un conquérant, mais comme l'empereur qui mena l'Orient romain à sa pire défaite. Les estimations des pertes varient selon les sources antiques, mais des historiens comme Ammien Marcellin calculent qu'entre 20 000 et 30 000 soldats romains moururent à Andrinople. Les légions, ces formations disciplinées qui avaient conquis le monde connu, furent pratiquement anéanties. L'armée de campagne de l'Orient romain, la principale force défensive de l'Empire, cessa d'exister en quelques heures d'un après-midi d'août 378. Fritigern, debout sur le champ de bataille couvert de cadavres romains et goths, comprit complètement ce qu'il avait accompli. Il avait fait ce qui était censé être impossible dans l'esprit romain. Il avait vaincu Rome en terrain découvert, non par hasard, mais par une stratégie parfaite. Non seulement il l'avait vaincue, il l'avait complètement détruite. Le silence qui tomba sur le champ de bataille d'Andrinople fut assourdissant. Les Goths, victorieux mais épuisés, marchaient parmi les cadavres de leurs ennemis, cherchant les survivants romains qui respiraient encore. Le soleil de l'après-midi brillait sur des montagnes de corps, d'armes brisées, de boucliers détruits et d'étendards déchirés. Le drapeau romain, celui qui avait flotté victorieux dans tant de guerres, gisait dans la poussière, piétiné à plusieurs reprises par les sabots des chevaux goths. Il n'y avait pas de gloire romancée dans cette victoire pour les Goths. Il y avait seulement une compréhension accablante et croissante que quelque chose de fondamental dans l'ordre du monde avait changé irrévocablement. Tandis que les Goths sécurisaient le champ de bataille, ils se rendirent compte qu'environ un tiers de l'armée romaine avait réussi à s'échapper. Environ 20 000 soldats survivants couraient désespérément vers la ville fortifiée d'Andrinople, qui se trouvait à une courte distance du champ de bataille. Ces survivants emportaient avec eux les nouvelles du désastre, la connaissance que l'empereur était mort, que l'élite de l'armée orientale avait été oblitérée. Leur fuite ne serait pas vers le salut, mais vers le début d'un long siège au mur de la ville.
À Constantinople, la capitale de l'Orient romain, le chaos à peine contenu éclata en panique incontrôlable lorsque la nouvelle arriva. Des messagers à cheval, trempés de sueur et de poussière, apportèrent des rapports qui semblaient incroyables, impossibles, incompréhensibles. L'armée avait été complètement anéantie. L'empereur était mort, non pas simplement vaincu au combat, ni retiré avec honneur, mais éliminé, disparu. Les rues de la ville sombrèrent dans une panique que personne n'avait connue de son vivant. Comment cela avait-il pu arriver? Comment la puissance romaine, qui avait gouverné le monde pendant 5 siècles, avait-elle pu être aussi complètement détruite en quelques heures d'un après-midi d'août? La réalité de la situation frappa les officiers impériaux comme un marteau. Environ 2/3 de l'armée de Valan, entre 20 000 et 30 000 soldats des meilleures troupes, avaient été éliminés. Ce n'étaient pas des pertes qui pouvaient être rapidement remplacées en une génération. C'étaient les troupes les plus vétérans, les unités d'élite qui avaient été entraînées pendant des années, qui avaient participé à des campagnes précédentes, qui connaissaient la discipline romaine de génération en génération. La perte n'était pas simplement numérique, c'était un coup existentiel à la capacité militaire fondamentale de l'Orient romain. Les registres historiques et les analyses ultérieures montrent que jamais plus l'Orient romain ne put rassembler une force de campagne comparable d'infanterie légionnaire pure. Ce qui se produisit ensuite fut une succession rapide de décisions désespérées qui reflétaient la profondeur de la crise. Gratien, l'empereur de l'Occident, qui avait initialement proposé d'envoyer ses propres légions en soutien à Valan, faisait désormais face à un dilemme existentiel. Devrait-il marcher lui-même contre les Goths avec ses légions occidentales, risquant son propre empire? Devrait-il consolider défensivement ses propres territoires occidentaux, permettant à l'Orient de tomber? Au lieu des deux options, il prit une décision surprenante mais stratégiquement brillante. En l'an 379, il nomma Théodose, un général hispanique de grande renommée et aux compétences manifestement supérieures, comme nouvel empereur de l'Orient. Théodose accéda au trône dans des circonstances de crise absolue, presque désespérée. L'Orient romain était pratiquement sans défense militaire crédible. Les Goths, sous le commandement de Fritigern, contrôlaient les Balkans, se déplaçant presque à volonté. Les frontières du Danube étaient complètement exposées. Il y avait un danger imminent et très réel que d'autres tribus barbares profitent du chaos. Ostrogoths, Vandales, les Huns eux-mêmes, tous observèrent les événements à Andrinople avec un intérêt stratégique. Et peut-être le plus important, Théodose héritait d'un empire qui avait perdu sa foi fondamentale en lui-même. 50 ans de pouvoir romain inébranlable, de suprématie indiscutable, avaient été détruits en un jour. Théodose se révéla un leader fondamentalement différent de Valan. Au lieu de tenter une campagne militaire d'anéantissement qui aurait probablement échoué de toute façon, comme d'autres tentatives avaient échoué, il opta pour une stratégie révolutionnaire, négociation et intégration. Pendant 2 ans, entre 378 et 380, Théodose mena des campagnes militaires limitées pour contenir les Goths, mais son véritable objectif était simplement de gagner du temps pour les négociations. En l'an 382, après cette période de conflits intermittents et de négociations prudentes, Théodose négocia un traité avec les Goths sous la nouvelle direction d'Athanaric, qui avait pris le commandement après la mort de Fritigern dans des circonstances que les historiens antiques ne laissèrent jamais complètement claires. Le traité de 382 fut révolutionnaire dans ses implications. Les Goths furent officiellement reconnus comme fédérés de l'Empire, non pas comme des conquérants qui seraient éliminés, ni comme des esclaves détruits en représailles, mais comme des alliés internes avec des droits reconnus. Ils avaient des terres, des salaires, une position reconnue au sein de la structure impériale. Ils pouvaient maintenir leurs chefs tribaux. Ils avaient des obligations militaires envers l'Empire, mais aussi des protections sous la loi romaine. Ce fut un accord qui aurait été impensable 5 ans avant Andrinople. Ce que Théodose ne pouvait pas voir complètement à l'époque, c'est qu'il plantait les graines de la fin même de l'Empire. En incorporant les Goths comme une force militaire semi-autonome au sein de l'Empire,
Il admettait implicitement et de manière irrévocable que Rome n'avait plus la capacité de se défendre elle-même contre des menaces significatives. Les Goths avaient désormais une légitimité, un pouvoir militaire, une base territoriale sûre et une familiarité avec les institutions romaines. Ils n'étaient plus des ennemis vaincus, ils étaient des alliés potentiellement égaux, potentiellement dangereux si les circonstances changeaient. La recherche du corps de Valan devint une obsession macabre pour les historiens antiques et un symbole de la profondeur de la défaite. Où était-il mort exactement? Comment avait-il péri? Certains récits antiques suggèrent qu'il avait été brûlé dans une cabane de paysans avec d'autres blessés par les Goths qui ignoraient qui il était. D'autres spéculent qu'il fut piétiné dans la confusion indescriptible de la bataille. La seule chose certaine est que l'empereur de l'Orient disparut simplement de l'histoire, son corps jamais récupéré, son destin exact restant à jamais dans le mystère. Cette incertitude eut un impact psychologique profond et durable sur Rome. Ils avaient perdu leur empereur, non seulement sa vie, mais sa dignité, leur assurance que quelqu'un savait exactement ce qui lui était arrivé. C'était comme si la terre elle-même l'avait avalé. Parmi les 35 tribuns qui moururent, 2 hauts fonctionnaires du palais et 2 généraux de rang supérieur. La destruction de la structure de commandement romaine fut presque totale. Des officiers qui avaient des années d'expérience accumulées, qui avaient géré des campagnes militaires complexes, qui connaissaient la stratégie de guerre dans ses détails les plus subtils, gisaient tous morts dans la poussière d'Andrinople. La perte de leadership militaire expérimenté signifiait que toute réponse future à de futures crises barbares serait moins coordonnée, moins efficace, moins basée sur des années d'expérience éprouvée. Les conséquences militaires se déployèrent rapidement dans les années qui suivirent. Les légions restantes de l'Orient furent dispersées dans des garnisons défensives éparpillées. Il n'y avait plus d'armée de campagne, principale capable de manœuvrer librement et de projeter de la puissance. À la place, il y avait de petits détachements disséminés le long des frontières, destinés principalement à défendre des positions spécifiques au lieu de prendre l'initiative ou de projeter de la puissance offensive. Ce fut une transformation fondamentale de la stratégie militaire romaine. D'une force cherchant à conquérir et à s'étendre, Rome était désormais une force cherchant simplement à contenir et à tenir. C'était la transformation d'une superpuissance offensive en une puissance défensive épuisée. La psychologie romaine changea de manière fondamentale et profonde après Andrinople. Le mythe de l'invincibilité romaine, celui qui avait soutenu l'Empire pendant plus de 500 ans, fut brisé irrévocablement. Les officiers impériaux, les sénateurs, les élites urbaines, tous se rendirent compte que les barbares pouvaient, après tout, infliger une défaite dévastatrice aux légions romaines. Lorsque les histoires d'Andrinople se répandirent dans tout l'Empire, l'effet fut démoralisant au-delà de toute mesure. Si l'armée principale avait été détruite, qui défendrait les frontières? Qui garantirait la sécurité des villes? L'Occident romain pourrait-il être attaqué également? Les hommages des futurs historiens antiques reflètent cette crise profonde et existentielle de confiance. Ammien Marcellin écrivit « Les annales n'enregistrent pas un autre massacre au combat comme celui-là, sauf celui de Cannes, bien que plus d'une fois les Romains, trompés par les vents contraires de la fortune, aient connu des malheurs dans leur guerre. Même pour un historien qui avait été témoin de nombreuses guerres, qui avait expérimenté des conflits militaires de première main, Andrinople fut extraordinairement catastrophique. En l'espace d'une décennie après Andrinople, la composition de l'armée romaine changea radicalement. Elle n'était plus composée principalement de citoyens romains. Au lieu de cela, elle dépendait de plus en plus de soldats recrutés parmi les peuples barbares. Les Goths, les Francs, les Alains, les Huns, tous contribuaient à des unités militaires à l'armée impériale sous leur propre commandant, qui rendaient compte à Rome, mais maintenaient des identités séparées. Rome était passée d'une force de conquête autonome à une force qui dépendait de ses anciens ennemis pour sa propre défense. L'ironie était amère et incontestable. Les barbares que Rome avait méprisés pendant des siècles
était désormais essentielle à la survie de l'Empire. L'histoire, dans ses moments cruciaux les plus significatifs, se bifurque dans des directions qui ne peuvent jamais être inversées. À certains points de la trajectoire humaine, les civilisations et les nations peuvent se remettre d'une défaite catastrophique si elles possèdent suffisamment de forces internes et de ressources. Après Cannes en 216 avant Jabansé, où le génie militaire carthaginois Hannibal anéantit plus de 200 000 soldats romains en un seul jour, Rome se remit complètement en une génération. La machine militaire romaine, blessée profondément jusqu'à la moelle de son être, se réorganisa, se reconstruisit et vainquit finalement de manière concluante Carthage dans les guerres puniques. Mais Andrinople, en 378 après J.C., fut fondamentalement différente sous tous ses aspects. Ce ne fut pas simplement une bataille perdue qui pouvait être compensée. Ce fut le symbole vivant d'une transformation fondamentale dans l'ordre mondial qui marquerait les 96 années suivantes jusqu'à l'effondrement total de l'Occident romain en 476 après J.C. Ce fut la bifurcation historique où l'histoire prit un chemin qui ne pourrait jamais être inversé ni amendé. Dans les années immédiates après 382, lorsque Théodose signa son traité révolutionnaire avec les Goths sous de nouveaux termes, peu comprenaient pleinement qu'ils assistaient à l'acte de décès de l'Empire romain d'Occident. Le traité ne fut pas présenté publiquement comme une défaite ignominieuse. Il fut présenté soigneusement comme une victoire diplomatique astucieuse. L'orateur impérial Thémistius proclama à Constantinople devant la cour impériale que Rome avait vaincu de manière concluante les barbares, les transformant par la civilisation romaine en alliés fiables. Mais la réalité politique sous-jacente était beaucoup plus sombre, infiniment plus complexe, profondément plus inquiétante que ce que les gouvernements admettaient publiquement. Rome admettait dans des murmures législatifs qu'elle ne pouvait plus se défendre sans l'aide essentielle de ceux qu'elle avait considérés pendant des siècles comme des barbares inférieurs, des ennemis éternels qui devaient être soumis. Fritigern, le génie militaire goth extraordinaire qui avait orchestré la défaite de Valent avec une précision chirurgicale presque parfaite, disparut complètement des registres historiques peu après le traité de 382. Certains historiens antiques spéculent qu'il mourut au combat pendant les années de conflits continus qui suivirent Andrinople. D'autres croient de manière persuasive qu'il fut destitué de force par ses propres guerriers lorsque le conflit se termina finalement, peut-être parce qu'une paix durable n'était pas vraiment ce que voulaient les jeunes guerriers goths qui avaient goûté à l'ivresse de la victoire sur Rome. Alatheus et Saphrax, les maîtres commandants de la cavalerie hellène qui avaient écrasé les Romains à Andrinople avec une dévastation implacable, disparurent également complètement du registre historique. Leurs destins exacts ne furent jamais complètement clairs pour les historiens ultérieurs. C'était comme si l'histoire, ayant utilisé ces hommes extraordinaires pour se réécrire fondamentalement, les avait écartés lorsque leur utilité historique prit fin, les reléguant à l'oubli éternel des ères. Mais d'autres Goths restèrent à l'intérieur du territoire impérial, et certains d'entre eux comprirent profondément que Rome était radicalement vulnérable. Parmi ces leaders émergents se trouvait un jeune noble goth nommé Alaric, qui naîtrait dans le contexte turbulent de la crise goth de la fin du IVe siècle. On sait peu de choses de ses premières années et de son éducation précoce, mais vers 391 après J.C., à peine 13 ans après Andrinople, Alaric avait accédé à une position de leadership proéminente parmi les Goths et commença à remettre fondamentalement en question les bases du traité de Théodose. Pourquoi les Goths, qui avaient prouvé être militairement supérieurs au combat aux légions romaines, devraient-ils servir dans l'armée romaine sous des officiers romains de rang supérieur? Pourquoi accepter un statut subordonné lorsque la gloire de la conquête leur souriait? Pourquoi ne pas prendre ce qui leur appartenait par droit historique de conquête? Rome n'était-elle pas simplement un empire en déclin irréversible, soutenu par la gloire passée et l'inertie bureaucratique? En 391, Alaric mena une révolte significative contre Théodose.
L'empereur, étonnamment, au lieu d'exécuter le rebelle goth comme l'auraient fait les empereurs romains traditionnels, ce qui aurait été la réponse attendue, lui pardonna et l'incorpora stratégiquement au sein de son cercle de confiance. Théodose mourut en 395, divisant délibérément l'empire entre ses deux fils, Arcadius en Orient et Honorius en Occident. Avec la mort de Théodose, le dernier empereur qui commandait le respect sincère de toute Rome et avait la capacité de maintenir la structure impériale unifiée, disparut. Ce qui se produisit ensuite fut le lent mais inévitable démantèlement de l'autorité impériale centralisée qui avait caractérisé Rome pendant 5 siècles. Alaric, servant désormais sous le commandement d'un empereur occidental faible, jeune, inexpérimenté et malléable nommé Honorius, commença à se déplacer avec une intention calculée. En 408 après J.C., 30 ans après Andrinople, Alaric marcha sur l'Italie elle-même. Ce fut la première des campagnes militaires qui allait définir son héritage pour la postérité. Les Italiens, qui n'avaient pas connu d'invasion barbare externe depuis des siècles de paix, furent assaillis avec férocité. Les villes furent systématiquement mises à sac, les champs furent ravagés, les villas furent incendiées. Honorius, complètement incapable d'organiser une défense coordonnée efficace, offrit un pot de vin désespéré. Alaric accepta, mais l'accord était clairement temporaire et stratégique. En 410 après J.C., 32 ans après Andrinople, Alaric marcha sur Rome elle-même. La ville éternelle, qui n'avait pas été conquise par des ennemis externes en 800 ans de domination suprême, fut complètement mise à sac. Les aigles romaines furent balayées de leur position d'honneur. Les palais impériaux furent brûlés. Les temples furent profanés. Les trésors furent pillés. Ce fut un acte qui fut vécu non pas simplement comme une victoire militaire tacite, mais comme la consommation d'une apocalypse totale. L'histoire, qui avait commencé à Andrinople avec la mort de Valent, se clôtura cycliquement avec le sac de Rome par Alaric. Mais Rome ne tomba pas complètement en 410. Elle continuerait à lutter pendant 66 autres années d'agonie constante. Cependant, ces années furent une longue agonie politique, non pas une lutte pour la domination continentale, mais pour la pure survie existentielle. Les Wisigoths qu'Alaric avait menés s'établirent de manière permanente en Hispanie, où ils fondèrent un royaume wisigoth qui perdurerait près de 300 ans jusqu'à l'invasion arabe. Les Vandales conquirent l'Afrique du Nord, coupant les fournitures vitales de céréales de Rome. Les Francs avancèrent militairement sur la Gaule. Les Ostrogoths descendirent vers l'Italie. Les Saxons occupèrent la Bretagne. Là où Rome avait autrefois gouverné tout le bassin méditerranéen, avec une autorité centralisée incontestée, chaque région était désormais contrôlée par différentes tribus barbares avec leur propre gouvernement. En 476 après J.C., un général romain d'origine germanique nommé Odoacre démit le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, qui n'était guère plus qu'une marionnette sans pouvoir réel. Ce fut un acte si peu cérémonieux, si peu dramatique politiquement, que de nombreux historiens ne le remarquèrent même pas au moment historique. Odoacre déclara simplement que l'Occident romain n'avait plus besoin d'un empereur séparé. Il pourrait être gouverné adéquatement depuis Constantinople. Mais ce fut une fiction politique transparente. L'Occident romain, en tant qu'entité politique unifiée, en tant que superpuissance reconnue dans le monde, cessa d'exister irrévocablement. Et lorsque les historiens médiévaux et modernes cherchèrent un point de bascule précis, un moment où ils pourraient pointer avec exactitude et dire définitivement « ici commença la chute inévitable », beaucoup pointèrent directement Andrinople en 378. Car Andrinople fut exactement là où Rome comprit pour la première fois qu'elle pouvait perdre, que l'invincibilité n'était pas une garantie divine. Andrinople fut là où les légions, invincibles pendant plus de 500 ans de domination mondiale, furent complètement écrasées en quelques heures d'un après-midi. Andrinople fut là où un empereur romain perdit sa vie dans la défaite, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis plus de 200 ans de gloire impériale. Mais il y avait une ironie historique encore plus profonde que personne n'aurait pu prédire complètement.
Les barbares qui conquirent Rome ne cherchaient pas à détruire la civilisation romaine. Alaric, Athanaric, leurs successeurs goths, tous admiraient profondément la civilisation romaine. Ils voulaient vivre à l'intérieur de l'Empire, participer à sa gloire, à sa structure administrative sophistiquée, non la détruire. Ainsi, lorsque les Goths, les Vandales, les Francs et les Ostrogoths occupèrent le territoire qui fut autrefois romain, ils tentèrent de maintenir les institutions romaines. Ils maintinrent les villes, ils maintinrent les systèmes légaux, ils maintinrent même les formes du gouvernement romain. À bien des égards, ils furent plus conservateurs que les Romains eux-mêmes. Ce qui mourut avec Rome ne fut pas la civilisation elle-même, mais la centralisation impériale. L'idée politique qu'une seule ville, une seule autorité pouvait gouverner 3 continents efficacement. Après Andrinople, l'Europe se fragmenta inévitablement en des centaines de petits royaumes dynastiques, chacun gouverné par ses propres rois régionaux. Mais de cette fragmentation émergea l'Europe médiévale, avec ses royaumes dynastiques régionaux, ses cultures distinctives, son christianisme. En ce sens profond, Andrinople ne fut pas tant la fin de quelque chose que la naissance douloureuse de quelque chose de complètement nouveau. La nuit du 24 août 410, après JPC, tandis que les Wisigoths mettaient systématiquement à sac les rues de Rome, Saint Jérôme écrivait depuis le monastère de Bethléem en Judée avec des mots qui exprimaient l'incompréhension totale. La ville qui a conquis le monde entier a été conquise. Ces mots encapsulaient l'incompréhension profonde et l'horreur apocalyptique qui dominait le monde méditerranéen tout entier. En 3 jours et 3 nuits de chaos, ce qui avait été considéré comme impossible, impensable, contraire à toutes les lois de la nature historique, se produisit. Alaric, le jeune noble goth, dont le peuple avait été rejeté comme des réfugiés désespérés 32 ans auparavant, marchait désormais victorieux dans les rues de la ville éternelle. Les palais impériaux furent complètement mis à sac. Les mausolées des empereurs précédents furent profanés. Les cendres des dirigeants qui avaient commandé des légions furent dispersées. Les statues de vertu furent fondues pour payer un tribut aux barbares qui, selon la cosmologie romaine, n'auraient même pas dû être capables de menacer les murs. Mais le sac de Rome ne fut pas simplement un acte de destruction aveugle et effréné. Alaric, bien que conquérant, ambitieux, maintint une certaine retenue caractéristique qui surprit les historiens ultérieurs. Les 2 basiliques principales de Saint-Pierre et Saint-Paul furent déclarées sanctuaires inviolables, où les civils pouvaient trouver refuge. Les palais furent pillés méthodiquement, mais la majorité des structures civiles restèrent intactes. Le sac dura exactement 3 jours, après quoi Alaric se retira de la ville de manière ordonnée, emportant ses richesses conquises. Ce fut un sac calculé, stratégique, non un acte de barbarie effréné et irrationnel. Ce fut l'action d'un homme qui admirait profondément la civilisation romaine, même en la conquérant et en la dépouillant de ses trésors. Alaric ne cherchait pas à détruire Rome, il cherchait à prendre ce qu'il croyait lui appartenir par droit de victoire, par justice historique, par le sang de son peuple versé. Après le sac soigneusement contrôlé, Alaric marcha vers le sud, prévoyant de traverser la Méditerranée vers l'Afrique du Nord pour conquérir de nouvelles terres et étendre son royaume wisigoth. Mais le destin qui avait joué avec tant d'acteurs dans ce drame historique avait d'autres plans inattendus. En route vers le sud, Alaric tomba mystérieusement malade. La maladie le consuma rapidement, dévastant son corps. En l'espace de quelques semaines, le conquérant de Rome, l'homme qui avait changé le cours de l'histoire, gisait sur son lit de mort. Selon la légende goth qui fut enregistrée par des historiens ultérieurs, avant de mourir, il demanda à ses soldats de faire quelque chose d'extraordinaire et d'unique, de détourner le cours de la rivière Bucento avec un effort laborieux, de creuser une tombe profonde dans son lit sec, de l'enterrer avec tous ses trésors conquis, puis de rendre la rivière à son cours original. Il voulait s'assurer qu'Alaric aurait une tombe qu'aucun ennemi ne pourrait jamais profaner, un repos éternel protégé par les eaux éternelles.
Personne n'a jamais retrouvé la tombe d'Alaric au fil des siècles suivants. Les archéologues l'ont cherché pendant des siècles. Les historiens ont spéculé sans fin sur son emplacement exact. Les expéditionnaires ont exploré la rivière Busento sans résultat. Mais la rivière Busento garda jalousement son secret. C'était comme si le conquérant de Rome s'était transformé en partie de la légende elle-même. Son corps absorbé complètement par l'histoire, immortalisé non par une tombe physique, mais par ses actes sans précédent. Le général qui avait conquis Rome disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu dans l'histoire, ne laissant que des questions sans réponse. Après la mort d'Alaric, le leadership wisigoth passa à ses successeurs, principalement à son beau-frère Ataulf. Les Goths s'établirent de manière permanente en Hispanie, où ils fondèrent un royaume dynastique. Pendant près de 300 ans, le royaume wisigoth allait gouverner la péninsule ibérique, préservant avec dévouement de nombreuses institutions romaines, maintenant les systèmes légaux romains, pratiquant le christianisme romain, respectant la langue latine. Dans un sens extraordinaire, les Wisigoths furent plus conservateurs que leurs successeurs romains, plus dévoués à préserver l'héritage romain que les Romains eux-mêmes dans l'Occident qui continuaient de s'effondrer. Pendant ce temps, en Orient, Constantinople restait un bastion résilient de la civilisation romaine. L'Empire romain d'Orient, que les historiens ultérieurs appelleraient l'Empire byzantin, continuerait d'exister pendant 1000 autres années, jusqu'en 1453, lorsqu'il fut finalement conquis par les Ottomans. Mais même en Orient, la réalité d'Andrinople ne fut jamais complètement oubliée. Le besoin constant d'incorporer des troupes barbares dans l'armée, la dépendance perpétuelle aux mercenaires germaniques, la fragmentation du pouvoir militaire en de multiples centres d'autorité, tout cela fut un héritage direct de cette défaite catastrophique 32 ans auparavant. Les conséquences d'Andrinople se déployèrent lentement à travers les siècles suivants. La chute de l'Occident romain en 476 fut le point final d'un processus qui avait commencé exactement en 378. La fragmentation politique progressive, la désagrégation militaire accélérée, la perte d'autorité centralisée, tout pointait inévitablement en arrière vers Andrinople. Si Valens avait attendu des renforts, s'il avait choisi la prudence plutôt que l'arrogance, s'il avait respecté Fritigern comme un ennemi digne au lieu de le mépriser comme un barbare ignorant, peut-être l'histoire aurait-elle été fondamentalement différente. Peut-être l'Occident romain aurait-il survécu un siècle de plus. Peut-être l'Europe médiévale aurait-elle pris une forme complètement différente. Mais Andrinople enseigna des leçons impérissables qui résonnèrent à travers les âges. Premièrement, que l'arrogance est le prélude infaillible à la chute. Valens croyait que Rome ne pouvait pas perdre, que l'histoire s'était terminée avec la victoire romaine éternelle. Cette croyance le mena directement au désastre personnel et impérial. Deuxièmement, que sous-estimer l'ennemi est une stratégie fatale. Les Romains méprisaient les Goths comme des barbares incivilisés. Fritigern transforma ce mépris en un avantage tactique décisif. Troisièmement, que l'innovation tactique l'emporte sur la rigidité héritée. Les légions romaines dépendaient de formations rapprochées, compactes, et de la coordination de l'infanterie lourde. Fritigern introduisit une coordination innovante de l'infanterie et de la cavalerie qui les submergea complètement. Pour les historiens ultérieurs, en particulier ceux de la tradition islamique et chrétienne médiévale, Andrinople devint un exemple classique de la façon dont les empires tombent, de la façon dont l'hubris précède la chute. Les écrivains considéraient que Rome avait atteint un pic de corruption morale qui fut puni de manière décisive par les dieux païens. L'ascension du christianisme au dernier siècle de l'Empire fut interprétée à la fois comme une punition divine et une compensation spirituelle. Certains historiens chrétiens soutenaient que la christianisation de l'Empire avait affaibli le caractère guerrier de Rome, la rendant vulnérable à l'invasion barbare. D'autres soutenaient que c'était précisément le christianisme qui permettait à Rome d'avoir une connexion spirituelle avec la nouvelle réalité médiévale qui émergerait. Ce qui est incontestable, c'est qu'Andrinople fut un tournant historique. Non pas simplement une bataille,
mais un moment où le cours de la civilisation occidentale fut déterminé irrévocablement. Si Rome avait gagné à Andrinople, il est probable que la continuité impériale aurait persisté encore des siècles au moins. La fragmentation médiévale n'aurait peut-être jamais eu lieu de la manière dont elle s'est produite. Les Goths auraient pu être simplement assimilés dans l'armée romaine, comme cela était arrivé à tant de peuples auparavant. La religion islamique aurait eu un Occident complètement différent contre lequel se positionner stratégiquement. Le christianisme médiéval aurait pris une forme complètement différente sans la fragmentation politique qui caractérisa le Moyen Âge. Mais Rome n'a pas gagné. Valent mourut dans la poussière anonyme d'Andrinople, son corps jamais retrouvé, son destin exact restant un mystère éternel. L'armée fut anéantie complètement. Le mythe de l'invincibilité romaine fut brisé irrévocablement. Et de cette rupture émergea un nouveau monde, l'Europe médiévale, fragmentée politiquement, féodale dans sa structure, chrétienne dans son esprit, barbare dans son origine, non simplement romaine. Les Goths, les Francs, les Vandales, les Ostrogoths, tous ces peuples que Rome avait connus comme des menaces externes, devinrent les architectes de l'avenir médiéval. Ce qui fut le plus paradoxal et ironique, c'est que le monde qui émergea après la chute de Rome occidentale fut à bien des égards plus chrétien, plus humain, moins despotique, moins centralisé que l'Empire romain qui le précéda. La fragmentation politique permit la diversité culturelle. Les petits royaumes permirent la résistance locale contre l'oppression. Les seigneurs féodaux ne pouvaient pas projeter le même type de pouvoir despotique absolu que les empereurs romains avaient exercé. Et peut-être, dans un sens paradoxal profond, la chute de Rome fut un événement progressif, une transformation qui permit une variété de cultures et de gouvernements qui auraient autrement été étouffés sous le talon de l'empire centralisé.